Eh bien, bonjour. En préambule, je tiens à vous remercier de votre inscription et de votre présence ce matin à ce webinaire. Je vais également vous préciser que celui-ci sera enregistré et vous expliquer un peu le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y aura une présentation d'environ 30 minutes au cours de laquelle je présenterai et définirait les termes et nos missions donc, contre le phénomène de mitage des espaces naturels agricoles et forestiers franciliens. Et puis, un temps de questions sera possible seulement par écrit dans l'outil conversation, dans la fenêtre que vous pourrez ouvrir directement. Et donc, mes collègues commenceront à répondre à certaines questions pendant ma présentation. Et moi, j'y répondrai également à la fin de celle-ci. Donc, je vous propose de commencer. Donc, il y a une équipe de 4 personnes à votre service au sein de la SAFER Île-de-France. Donc, voilà, vous pouvez voir donc les personnes. Donc, c'est le service de la veille foncière, un dispositif qui a été créé depuis de nombreuses années, j'y reviendrai. Et donc, il y a donc moi-même en tant que responsable de ce pôle et conseiller foncier dans le Val d'Oise. Il y a également Monsieur Corentin Caminade qui est conseiller foncier en Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis. Monsieur Arleux qui est conseiller foncier dans les Yvelines, l'Essonne et le Val-de-Marne. Et donc Marion Richard de Laplane, Madame Richard de Laplane, qui est donc la référente administrative du pôle pour la région Île-de-France. Donc vous voyez les coordonnées qui apparaissent. Il ne faut évidemment pas hésiter à nous contacter. Ce document sera transmis de façon à ce que vous puissiez ensuite avoir les coordonnées pour celles et ceux qui n'ont pas encore nos contacts. Le plan de notre présentation de ce matin est celui-ci. Donc, dans un premier temps, je définirai le phénomène de mitage. Je présenterai le dispositif de la veille foncière. Et ensuite, nous verrons toutes les actions qui sont conduites dans la protection de ces espaces agricoles, naturels et forestiers afin de contribuer à la vitalité des territoires, notamment en région Île-de-France. Donc le phénomène de mitage, c'est un terme qui est utilisé depuis de nombreuses années. Il est important de le définir afin de bien prendre conscience de quoi il s'agit. Donc, le journal officiel le décrit précisément. C'est la prolifération non maîtrisée des constructions en milieu rural et périurbain. Donc, il s'agit d'un grignotage parfois illégal, sporadique et progressif des espaces agricoles, naturels et forestiers qui compromettent leur qualité, leur capacité productive et écologique. Donc, le petit schéma est très parlant. Je le reprends souvent puisque il vaut tous les mots. Donc, la consommation, lorsque l'on parle du phénomène de mitage, eh bien, n'est pas contrôlée. Donc, on voit qu'il y a une emprise qui est définie lorsque l'ensemble des éléments juridiques, d'aménagement ou autres est travaillé et contrôlé par l'ensemble des acteurs locaux. Et ce n'est pas le cas lorsqu'il y a ces actions locales par des acteurs propriétaires qui souhaitent vendre du foncier à des acquéreurs qui n'ont pas forcément une volonté de respecter le code de l'urbanisme. Et donc, cela crée au fil de l'eau de nombreuses petites emprises non contrôlées et qui empêchent le bon fonctionnement des actions locales. Alors, on parle précisément, notamment, du défrichement non autorisé, du caravanage illégal, des constructions sans permis et des dépôts sauvages. Ce sont les quatre
Voilà, phénomènes qui reviennent le plus souvent localement et dont finalement les élus et les services luttent aussi tous les jours. Donc nous, on l'observe de par la mutation du foncier. Donc la SAFER est destinataire, j'y reviendrai, des notifications de vente transmises par les notaires. Et grâce à cela, nous voyons finalement le phénomène évoluer. Donc un terrain nu qui est un jour dégradé légèrement va finalement être vendu avec un prix qui sera adapté en fonction de ces dégradations et des aménagements qui se seront voilà, posés sur le foncier. Donc ça part d'une simple pose de clôture, d'un aménagement pour du terrain de loisir, un cabanon, un abri, et ensuite on voit que au fur et à mesure, le foncier voilà, continue d'être aménagé et on rentre dans l'une des branches du mitage dont j'ai décrit, avec une extension d'un abri de jardin qui devient une petite habitation en bois, et ensuite on voit qu'il y a des constructions en dur. Voilà, cela devient une réelle habitation dans un espace naturel sans document d'urbanisme aucun. Il peut y avoir des déboisements sauvages, des dépôts de déchets, et puis il peut y avoir évidemment une artificialisation totale d'un terrain nu à usage de terre, de friche ou autre, afin de faire venir des caravanes, des véhicules pour une activité commerciale. Voilà. Tout cela, évidemment, aboutit à des conséquences terribles et coûteuses pour les territoires, donc la déstabilisation de l'agriculture et de la forêt, puisque, évidemment, une emprise agricole qui sera abîmée, eh bien, l'agriculteur devra faire des détours, sera en conflit avec les voisins qui ne devraient pas finalement être présents dans son îlot agricole. Il y aura également des dégradations de l'environnement, puisqu'il y aura des pollutions. S'il y a du stockage de véhicules à côté de zones naturelles et qui bénéficient finalement de mesures de protection environnementale très fortes, de la présence d'une rivière, il peut y avoir des hydrocarbures qui finissent dans l'eau ou dans les sols. Il peut y avoir des dégradations de paysages, évidemment, donc surtout sur des plateaux agricoles. Il peut y avoir des surcoûts pour les politiques publiques, puisque si des démarches judiciaires sont engagées, eh bien c'est très coûteux, c'est très long, et surtout la remise en état voilà, est aussi un surcoût pour les politiques publiques. Donc, pourquoi ce phénomène de mitage existe? On parle déjà de pression foncière très forte, c'est-à-dire qu'il y aura comment dire, une volonté des propriétaires de valoriser des terres agricoles, des terres naturelles. Donc voilà, le fait d'être dans la région capitale avec des axes autoroutiers très importants, des projets d'aménagement entraîne cette spéculation foncière. Il y a également des déprises de filières agricoles spécialisées. Certains secteurs sont plus impactés que d'autres, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des repreneurs, et donc la conséquence, c'est qu'il y a des friches qui s'installent, et qui dit friche dit forcément, malheureusement, des terrains qui sont soumis à ces phénomènes de mitage. Des attraits pour le terrain de loisirs qui étaient, il y a 20-30 ans, valorisés, qui étaient plutôt comment dire, bien vus, puisqu'ils permettaient pour certains citadins de respirer, mais malheureusement, cette anarchie a permis voilà, ce dévoiement. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est très conflictuel avec certains propriétaires aujourd'hui qui, il y a des années, ont pu finalement construire ces petits cabanons ou d'avoir une autre activité qui n'était pas forcément autorisée par les documents d'urbanisme. La volonté de développer une activité commerciale parce que ça coûte moins cher, tout simplement. Là, on parle de casse automobile dans des espaces naturels, de parkings illégaux.
à côté d'aéroports notamment. On a quand même l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport d'Orly, qui fait venir beaucoup de monde et qui voilà, entraîne aussi un afflux de véhicules qu'il faut stocker. Et certains acceptent de déposer des véhicules dans des endroits qui leur proposent de le faire, mais sans savoir évidemment que c'est complètement illégal. Donc voilà, toutes ces causes-là s'expliquent par malheureusement de nombreuses évolutions et donc les sites d'implantation privilégiés, eh bien, ce sont, comme je l'ai dit, des parcelles en friche ou boisées, parce qu'il y a parfois des micro-parcelles, des délaissés autoroutiers. Donc, il y a aussi le secteur qui permet voilà, de visualiser ces phénomènes de mitage, puisque tous les secteurs agricoles et naturels ne sont pas comment dire, utilisés, exploités. Certains sont assez cachés, et c'est la raison pour laquelle ce phénomène de mitage intervient notamment aux abords des axes autoroutiers, des rivières, proches des gares, puisque ça donne quand même une accessibilité certaine. Voilà. Les zones de mitage existantes ici, puisqu'une zone de mitage, si on ne la bloque pas, elle sera sans cesse agrandie. Donc la raison pour laquelle il est important d'être réactif, c'est qu'il faut absolument les stopper, puisqu'on ne pourra parfois pas revenir en arrière, on le verra dans la suite, mais au moins éviter l'agrandissement. Et il y a évidemment cette question des réseaux d'eau et d'électricité à proximité qui peut être très intéressant pour les acquéreurs qui projettent ces aménagements en contradiction aux documents d'urbanisme. Les évolutions des terres, là j'ai un exemple, notamment sur la commune de Pierrelaye dans le Val d'Oise. On voit des terres agricoles qui, entre les années 50 et aujourd'hui, ont vu ces phénomènes s'implanter. Donc là, les activités commerciales, activités de caravaning. Donc comme je disais, c'est difficile aujourd'hui de revenir en arrière, mais la SAFER, grâce à ses préemptions et ses acquisitions, et l'ensemble du panel que je vous présenterai par la suite, permet d'éviter l'agrandissement de cette zone. Sinon, malheureusement, là, vous auriez plein de petites parcelles dans l'îlot agricole, grignotées également. Dans un second temps, donc voilà, je vais vous présenter la veille foncière, donc, que vous connaissez aussi pour certains d'entre vous. Donc, l'objectif de la SAFER, c'est de préserver ces espaces agricoles, naturels et forestiers, face à ce phénomène de mitage que je viens de décrire, le soutien de l'agriculture, évidemment, pour assurer installation et transmission des exploitations. On l'a vu, parce qu'évidemment que si on grignote des îlots agricoles, c'est difficile pour leur exploitation. La préservation des équilibres écologiques, limiter les risques naturels, garantir un cadre de vie durable. Donc on a vraiment cet objectif-là. La SAFER a été créée dans les années 60, initialement pour évidemment mobiliser et soutenir l'agriculture, mais on verra qu'au fur et à mesure, l'aspect environnemental est devenu très important. Et pour ce faire, nous avons des outils d'intervention foncière spécifiques. Donc évidemment, là, je pensais à la veille foncière, à l'observation foncière, mais aussi à la maîtrise foncière, et une expertise pluridisciplinaire, puisque la SAFER cumule des forces dans l'agronomie, dans le juridique, dans l'urbanisme, la géographie, l'ingénierie financière, et toute cette force vive, nous la mettons à la disposition des collectivités et de nos partenaires. Donc, plus spécifiquement, la veille foncière, donc, qui est composée de 4 personnes, comme je l'ai présenté au début de la présentation. Eh bien, elle existe depuis 25 ans. Elle a été créée à la demande des élus franciliens face à ce phénomène de mitage dans le cadre d'un contrat plan État-région. Et donc, vous voyez que finalement, le conventionnement avec les collectivités, voilà, c'est-à-dire que ce sont les couleurs que l'on voit sur les cartes, eh bien, c'est fortement développé sur l'ensemble de la région.
depuis toutes ces années. Donc, nous avons travaillé initialement avec des collectivités locales, des communes, et ensuite, voilà, ce partenariat s'est diversifié avec des syndicats de rivières, des intercommunalités, évidemment la région, puisqu'elle était à l'initiative également avec l'état de ce dispositif. Mais voilà, comment dire, des partenaires qui nous font confiance depuis toutes ces années et qui évoluent. L'évolution législative, les évolutions législatives, je vais vous les présenter rapidement. Il faut savoir d'où on vient, et donc ce droit de préemption a fait l'objet d'adaptations rationnelles, puisque nous nous sommes adaptés au terrain, aux difficultés rencontrées sur le terrain, aux difficultés opérationnelles. Donc, depuis 1999, la loi autorise la SAFER à préempter en invoquant un objectif environnemental. Et donc la possibilité de préempter sur cet aspect s'est considérablement développée depuis. Donc en 2014, avec des lois d'orientation agricole, on a pu évidemment préempter à la nature du bien. Donc ce droit de préemption fut renforcé. Donc, notamment par rapport au fait de préempter toute parcelle classée en zone agricole et naturelle. Et puis, c'était également renforcé quant à la nature de l'opération, notamment avec un droit de préemption partiel, un droit de préemption en cas d'aliénation de la totalité de part ou action d'une société. En 2016, quelque chose de très important, puisqu'on avait observé de nombreuses donations finalement qui valaient des contournements au droit de préemption de la SAFER, ce que l'on considérait finalement des donations non familiales, donc des ventes déguisées. Eh bien, le droit de préemption nous a permis de préempter ces donations non familiales, et depuis, nous en avons beaucoup moins. Donc, on a observé, grâce à cette évolution législative, quelque chose de très utile pour nous. Et depuis 2017 également, ça c'est aussi un tournant pour la veille foncière, le droit de préemption de la SAFER Île-de-France uniquement, la possibilité de préempter des parcelles boisées jusqu'à 3 hectares. On avait observé beaucoup de phénomènes de mitage dans ces espaces boisés. Donc ça a été travaillé avec les services de l'État à titre expérimental pour 3 ans, et face aux résultats obtenus et notre bilan, nous avons eu la pérennisation de ce droit de préemption bois. Donc voilà, le nombre de environ 900 communes donc sont surveillées par la SAFER. Donc, comment cela fonctionne? Nous avons les notifications de vente transmises par les études notariales, et lorsqu'il y a cette convention, la SAFER informe la collectivité de ces mutations en temps réel. La collectivité demande à la SAFER d'intervenir en préemption dans un délai de 10 jours. Ensuite, nos services, nous instruisons le dossier, nous nous déplaçons, nous exerçons la préemption, c'est à nous de la construire. Évidemment que les échanges sont importants, puisque vous avez parfois plus d'historique que nous, il est important aussi de définir le projet qui sera le vôtre en tant que demandeur, puisque la collectivité garantit la bonne fin de l'opération et s'engage à acheter le bien si il n'y a pas d'autres candidatures sérieuses à l'issue de la phase de publicité, puisque la SAFER réalisera, si elle est amenée à acheter le bien, un appel à candidature. Donc, vous donnez quelques conseils pour préempter certains biens, puisque parfois, lorsque vous recevez la notification, évidemment que vous n'avez peut-être pas l'information ou la connaissance suffisante, et nous sommes évidemment là pour ça, puisque nous sommes à votre disposition. Chaque conseiller répondra bien volontiers à votre interrogation par mail ou par appel. Si vous êtes destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner et que vous ne comprenez pas ce qui est vendu ou ce qui est possible de faire, donc la SAFER peut préempter différents types de biens. Il est important, dans un premier temps, de faire la distinction entre l'usage agricole et la vocation agricole. Donc l'usage agricole, c'est la capacité de préempter un terrain qui
à une activité agricole le jour de la vente, donc soit par un agriculteur, un apiculteur, voilà, toute activité agricole, hein. S'il y a du bâtiment qui est vendu, il faut qu'il soit en ruine, très 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 vétuste. Donc vraiment, si le terme de ruine est indiqué, c'est quand même mieux, puisque le code rural permet de préempter des bâtiments en ruine. Il considère que ça vaut terrain nu. Donc c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas l'existence de cette ruine. Et s'il y a un usage agricole pour le bâtiment, évidemment qu'il sera préemptable, ou alors il faut qu'il soit récent, c'est-à-dire inférieur à 5 ans. Donc c'est à nous d'aller prouver justement cette activité agricole, actuelle ou récente, et la possibilité pour la SAFER uniquement de l'Île-de-France de préempter ces parcelles boisées de moins de 3 hectares. Alors, lorsque vous recevez la notification de vente, comme je vous l'ai indiqué, ce qui est important de vérifier, c'est déjà le prix. Si le prix est trop élevé, eh bien, c'est quand même assez suspect, puisqu'il n'y a pas de volonté d'un projet qui tienne financièrement parlant, si le prix est exorbitant, puisque évidemment on connaît, nous, les rentabilités, les études financières des uns et des autres lorsque l'on voit passer les candidatures. Donc évidemment que si le prix est trop élevé, c'est soit de la spéculation ou soit une activité qui sera en inadéquation avec le zonage urbanisme. L'acheteur qui n'est pas forcément de la profession agricole, qui n'est pas forcément de la profession forestière, ou si le bien a déjà été, hein, finalement, comme on l'a vu préalablement, bien dégradé, que le terrain est déjà dans une zone de mitage. Donc, opérationnellement, je vous présente voilà, les étapes de la préemption. On reçoit à nous, ça fait l'ADIA, donc la déclaration d'intention d'aliéner. Il y a une première enquête. Vous avez, vous, via Vigifoncier, donc qui est l'outil finalement phare, c'est-à-dire le support dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous permet de consulter ces déclarations, de les visualiser via la cartographie disponible, et bien de répondre, d'interroger la SAFER ou de demander la préemption. Ensuite, nous instruisons le dossier, nous nous déplaçons. Nous avons quand même... Alors pourquoi on vous demande pardon, de répondre sous un délai de 10 jours? C'est que nous avons tout un ensemble de phases administratives à respecter, donc l'instruction du dossier, l'accord de la tutelle à obtenir, et il nous faut du temps par la suite pour finaliser la construction de la préemption, qui sera lue et relue par les parties à l'acte, par potentiellement un avocat, potentiellement un juge. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons travailler dur pour construire ces préemptions, et évidemment revenir vers vous, puisque parfois le prix peut évoluer aussi. Et l'envoi de la préemption se fait 2 mois après la réception de la notification. Et chose importante, on vous envoie également l'affichage en mairie. Donc chaque service urbanisme devra afficher en mairie la lettre de préemption, puisque ça fait partie d'une possibilité de recours pour l'acquéreur. Donc rapidement, je vais vous présenter les types de préemption. Le prix, s'il est correct, eh bien la SAFER peut exercer son droit de préemption à ce prix notifié. Donc l'acquisition est certaine. Donc cela évite tout retrait de vente pour le propriétaire. C'est souvent voilà, le cas où lorsqu'il y a des tentatives de contournement, de dessous de table, voilà, c'est la raison pour laquelle cette acquisition certaine a été installée par la loi, pour éviter la possibilité voilà, de tenter finalement de vendre un bien à un prix qui passerait voilà, le premier contrôle, et au final on se retrouverait avec voilà, comment dire, des compléments en dehors de tout radar. Donc voilà, cette absence, enfin cette impossibilité pardon, du retrait de vente est très importante pour nous, et nous nous mobilisons pour régulariser toutes les préemptions au prix notifié. La majorité des interventions en préemption de la SAFER sont évidemment en révision de prix, donc qui aboutissent généralement à des retraits de vente, à 70%. Donc finalement, cela n'entraîne pas d'acquisition par la collectivité, in fine, ni par la SAFER d'ailleurs. Alors ça ne règle pas toujours le problème, mais ça permet d'éviter la notification, enfin la vente que nous voulions éviter. Donc l'objectif est généralement assez atteint. Et la préemption partielle, une partie du bien est préemptable. Donc
Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est depuis 2014 que ce phénomène est possible et donc c'est très appréciable puisque ça permet de préempter des terrains qui étaient vendus avec des maisons ou des terrains qui étaient naturels et qui sont vendus voilà, avec du foncier constructible. Ça nous passait sous le nez par le passé. Aujourd'hui, nous pouvons aboutir voilà, à certaines acquisitions. Voilà, en 2024, voici le bilan des préemptions. Donc, elles sont au nombre de 182, donc à la demande des collectivités. Un peu en baisse à cause bon, bah voilà, du marché immobilier qui s'est crispé. Nous avons eu beaucoup moins de notifications de vente. Nous avons aussi souffert de certaines restrictions budgétaires des collectivités locales, donc de certains arbitrages que vous avez dû faire. Donc, c'est voilà, important de toujours travailler à une communication, à identifier du foncier pour parfois travailler à l'amiable avant la préemption, qui est finalement le dernier recours avant la vente. Donc, si on a des informations, n'hésitez pas à nous prévenir de tout projet de cession, puisqu'une acquisition par voie amiable ou comment dire, une information d'une éventuelle préemption permet d'éviter voilà, des tentatives et des préemptions derrière, parfois délicates à mener ou coûteuses. Donc, vous voyez finalement le prix notifié et le prix moyen des contre-offres de la SAFER qui est voilà, très important et qui, vous le comprenez, aboutit généralement à des retraits de vente puisque lorsque l'on préempte à 3 € en moyenne alors que la notification était à 20, eh bien ça entraîne évidemment beaucoup de conflits. Comme je le disais tout à l'heure, on voit la localisation bien spécifique de ces interventions en préemption, généralement dans des secteurs un peu cachés, donc en bordure d'accès autoroutier, de rivières, et dans des chemins de halage, euh, dans des zones de mitage déjà prédéfinies. Donc pour l'instant, ça confirme finalement, hein, vous voyez, l'ensemble des préemptions depuis une dizaine d'années. On voit que les secteurs, enfin, on voit cette corrélation quand même des secteurs dans lesquels nous intervenons, donc généralement quand même plutôt périurbain, plutôt au nord de la région Île-de-France, même si on observe ces dernières années une évolution géographique, puisque la SAFER eh bien, on constate que ces notifications, à force d'intervenir en préemption dans les mêmes secteurs, évoluent, que les acquéreurs tentent d'acheter ailleurs et à des endroits qui étaient plutôt préservés. Et en dernier point, je voulais vous présenter l'ensemble des actions, puisque là, je vous ai présenté l'outil phare de la protection de ce foncier, donc la préemption et le service de la veille foncière, mais d'autres actions sont menées par mes collègues. Ce travail en lien avec les territoires, c'est ce que je disais, c'est aussi beaucoup de communication. On voit qu'il y a beaucoup de réunions, d'appels, d'échanges qui interviennent à votre demande et notamment parfois pour prévenir, puisque certains élus ne sont pas au fait, étant aux confins de la région, n'étaient pas concernés et ils le sont aujourd'hui. Donc, la raison pour laquelle on voit qu'il y a beaucoup de réunions, d'échanges qui interviennent dans des zones qui n'étaient pas forcément concernées. Donc les collectivités locales sont destinataires en priorité de ces échanges, de cette prévention. Donc on a la volonté de poursuivre ce déploiement de la veille foncière avec des problématiques identifiées. Je parlais de la donation. Une loi a permis de réparer cette faille. Et aujourd'hui, nous observons que ce sont les baux amphithéotiques qui voilà, servent de contournement, c'est-à-dire qu'on observe généralement une préemption de la SAFER qui fait l'objet d'un retrait de vente et très peu de temps après, il y a voilà, un bail amphithéotique qui est signé dans les mêmes conditions avec le loyer qui est donc payé le jour du rendez-vous de signature. Donc c'est une prolifération très forte que nous avons observée avec notamment certains notaires qui comment dire,
qui mettent en valeur ce type de système. Voilà, pourquoi pas ne pas avoir un droit de préemption ou au moins droit d'information sur les baux amphithéotiques, puisque ça échappe au radar de la SAFER. L'autre contournement, c'est la mise en place de démembrements de propriété, donc des ventes séparées de la nue propriété et de l'usufruit, pour éviter donc également le contrôle de la SAFER. Là, nous sommes notifiés, mais nous n'avons pas la possibilité d'agir. Et pour finir, donc, la valorisation des constructions illégales. Donc, nous travaillons avec notre tutelle, nous avons maintenant la possibilité de ne pas les valoriser. Il faut absolument que les collectivités agissent dans un premier temps, peut-être réalisent des procès-verbaux ou à minima des courriers à destination des propriétaires qui auraient fait édifier ce type de construction illégale, et ça nous permettrait de ne pas en tenir compte. Alors évidemment, l'idéal serait pour nous une évolution législative. Je parlais des ruines qui ne sont pas valorisées, et bien pourquoi pas l'ajout dans le Code rural et de la pêche maritime, le fait de dire que ces constructions illégales ne le soient pas non plus. Ça nous permettrait d'être évidemment plus en force face à ce phénomène de mitage. S'appuyer sur le cahier des charges, j'en ai pas parlé très vite tout à l'heure, mais pour vous rappeler, lorsque la SAFER achète du foncier, elle réalise une publicité, les candidats se positionnent et donc l'instance décisionnelle, c'est le comité technique départemental qui va analyser l'ensemble des candidatures et donc décider donc qui sera l'attributaire. Donc on voit finalement entre les agriculteurs, les collectivités et les particuliers la répartition de ces rétrocessions SAFER, mais les cahiers des charges, ils sont insérés dans les projets de rétrocession et ils peuvent être d'une durée de 10 à 30 ans. Et c'est indispensable. Donc finalement, nous écrivons, nous le construisons ensemble, ce cahier des charges, avec le demandeur de préemption ou le candidat retenu, si le demandeur de préemption n'a pas été retenu. Et donc voilà, généralement, c'est évidemment un maintien de l'usage agricole, naturel ou forestier du bien. Ça peut être aussi la demande de l'accord préalable de la SAFER pour toute opération. C'est-à-dire que si jamais il y a une demande d'évolution du projet dans les 20 à 30 ans, eh bien, la SAFER doit être informée. C'est ce qui s'appelle le pacte de préférence. Donc c'est comment dire, un contrôle très fort finalement de la SAFER pendant la durée du cahier des charges de l'attributaire qui a été installé. Si cela se passe mal, il y a également l'action résolution. Donc, il peut y avoir des précisions dans le cahier des charges puisqu'il n'est pas type. Il peut y avoir évidemment, selon le projet, un maintien d'exploitant en place, la mise en place d'un moyen de production ou d'autres clauses environnementales. Il peut y avoir la démolition d'un bâti qui pourrait être demandé à la collectivité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est co-construit, mais qui doit être quand même validé par l'instance décisionnelle de la SAFER. Et il y a d'autres actions, évidemment, qui sont menées, qui accompagnent les collectivités dans la protection de ce foncier. Vous les ai énumérés. Donc, je parlais de la création de périmètres de protection des espaces agricoles, naturels et périurbains, qui existent déjà parfois en Île-de-France. La construction de zones agricoles protégées avec les partenaires qui permettent de sanctuariser vraiment un espace défini et d'éviter toutes les difficultés que nous avons énumérées. L'incorporation des biens vacants et sans maître dans le patrimoine communal. La SAFER également réalise ce type de prestations qui sont très appréciées des collectivités puisque généralement, on parle, voilà, tout à l'heure, je parlais de friches ou terrains à l'abandon. C'est le cas, parfois il n'y a pas de succession ou alors il y a des successions complètement abandonnées. Eh bien, ce type d'action permet de maîtriser du foncier pour la collectivité à terme et d'éviter de le laisser en friche et ouvert à des squats ou malheureusement des dégradations, des déchets.
La SAFER peut proposer la négociation de biens ruraux, c'est-à-dire la réalisation de prospection de négociation. On le fait généralement dans des périmètres régionaux d'intervention foncière, donc c'est les périmètres de la région Île-de-France Nature notamment, ou les espaces naturels sensibles. Donc ça permet, comme les biens vacants et sans maître, d'entrer en contact avec des propriétaires identifiés et de leur proposer voilà, de racheter leurs biens. Et puis, on pourrait évidemment conclure la signature de promesses de vente pour le compte de la collectivité qui demande ces missions. Généralement, on le fait quand même sur un secteur donné pour éviter de se retrouver avec du petit parcellaire éparpillé sur un ensemble du territoire. Et puis l'appui à la mise en place de chartes forestières ou agricoles, donc qui sont ici la mise en place comment dire, à l'échelle intercommunale, surtout supracommunale en tout cas, de partenariat et de construction de projets permettant comment dire, de tracer un cap sur des projets agricoles, forestiers, afin de promouvoir cette thématique. Donc voilà, j'ai fini pour ma présentation et s'ouvre maintenant un temps comment dire, de questions-réponses. Je vais ouvrir la fenêtre de conversation et n'hésitez pas à me solliciter par écrit et j'essaierai de répondre à votre interrogation dans la mesure du possible. Alors oui, je vois une question notamment concernant le procès-verbal pour constat de construction illégale. Mon collègue vient d'y répondre, mais c'est quelque chose sur lequel nous souhaitons développer un travail, puisque, vous le savez, il y a des jurisprudences, c'est une évolution constante, donc les procédures de ce type. Si ce n'est pas mis à jour, s'il n'y a pas de moyens humains qui permettent d'actualiser un peu l'ensemble des documents, ils deviennent vite caducs. Alors, pour le moment, on en avait proposé par le passé, notamment via l'outil Viginitage, qui est encore disponible à côté de Vigifoncier. Lorsque vous ouvrez la plateforme Vigifoncier, vous avez l'accès à Viginitage. Alors, il y a déjà des documents, mais qui commencent à être assez anciens. Et la volonté de la SAFER, c'est de se saisir de ce sujet-là pour vous transmettre, non pas un modèle, puisque c'est vrai que le modèle, eh bien, comme je l'ai dit, si on ne l'actualise pas, s'il n'y a pas quelqu'un du service juridique ou un avocat qui l'actualise, c'est quelque chose qui pourrait être finalement mis en difficulté par partie adverse dans le cadre d'une procédure. Mais notre volonté, c'est bien d'accompagner davantage les collectivités avec la possibilité donc de trouver un financement pour proposer quelque chose de plus qualitatif et donc d'aller dans la réalisation pour votre compte eh bien de ce travail-là. Dans l'intervalle, nous, on a travaillé quand même également avec l'Union des maires. Nous avons réalisé des séminaires de lutte contre la cabanisation. Donc la DDT peut aussi aider à fournir un document qui permet de recenser toutes les actions possibles
d'avoir peut-être aussi un soutien juridique de leurs services comment dire, dans le fonctionnement de la constatation d'une dégradation et dans comment dire, la construction d'une expulsion-démolition. C'est quelque chose sur lequel nous on a été associés pour certains dossiers, mais pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas la capacité à être pleinement acteur. On a cette volonté, donc c'est la raison pour laquelle aussi nous allons construire des séminaires dans l'année 2026 après les élections municipales pour être présents à côté des services de l'État et que cela aboutisse à des comment dire à des résultats précis et qui vous offrent la possibilité bah, de, de nous solliciter et qu'il y ait une possibilité de développer ce manque qui est donc identifié. Et n'hésitez pas également à contacter certains parlementaires. Nous avons cette volonté également d'élargir le droit de préemption. Et cela sera évidemment plus simple pour nous de pouvoir les préempter. Donc là, évidemment, c'est en parallèle de cette action de constatation, mais si nous travaillons main dans la main avec certains parlementaires, nous aurons la possibilité d'agir en amont, en plus de procédures pénales qui pourraient être mises en place à la suite de constatation d'infractions du Code de l'urbanisme. Alors, il y a une question que je vois à propos des baux amphithéotiques. Pour le moment, quels sont les moyens de lutte contre ce dispositif? Eh bien, je ne dirais pas aucun, mais presque, puisque ce n'est pas illégal pour un propriétaire de signer un bail amphithéotique. Après, il y a quand même le sens, évidemment, que s'il suit, comment dire, une tentative de vente, s'il suit une préemption de la SAFER qui aboutit à un retrait de vente, là, il y a quand même matière à regarder les choses de manière plus attentive, de façon à faire annuler ce bail amphithéotique. Mais c'est très difficile, car la faute se prouve et ne se présume pas. Donc c'est difficile pour la SAFER d'aller faire annuler un bail amphithéotique. On l'a déjà fait, mais c'est vraiment très difficile. Donc comment dire, pour améliorer les choses, il faut cette évolution législative dont j'ai parlé tout à l'heure. L'information déjà, ou un droit de préemption sur ces baux amphithéotiques, ça existe, hein, il me semble, dans le Code de l'urbanisme. Je crois qu'il est possible de préempter des baux. Eh bien, ça nous permettrait quand même, à minima, d'avoir un regard, c'est-à-dire qu'on pourrait observer le nombre de baux signés, puisque voilà, aujourd'hui, on a déjà travaillé avec notre fédération nationale à identifier, à faire un constat de ces baux. Donc vous voyez que les SAFER se saisissent de ce sujet et nous espérons très vite, je pense que les parlementaires qui ont été saisis en sont conscients. Une dissolution est venue ralentir les choses, mais il est quand même en tout cas poussé pour une évolution législative contre ces baux amphithéotiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans la conversation. Par ailleurs, évidemment, le document sera transmis. Nous avons les coordonnées, donc messieurs Kamina et Arleux resteront à votre disposition à l'issue, et moi-même, bien sûr, resterons à votre disposition à l'issue du document de ce webinaire. Alors, comment se passe l'accompagnement dans la procédure de biens et vacances en maître? Eh bien, c'est
Donc la SAFER propose cette prestation. Il faut simplement saisir nos services. Mes collègues vous proposeront la démarche. Donc comme je l'ai indiqué, l'idéal, c'est quand même de cibler des secteurs, puisque l'analyse de parcelles à l'échelle du territoire communal serait fastidieux et amènerait un peu de résultats, puisqu'il y a évidemment des parcelles qui ne sont pas forcément identifiables avec un nom de propriétaire. Et pour limiter le coût aussi de ce type de procédure et de son opérationnalité, saisir comment dire, un secteur bien précis permet quand même d'éviter des difficultés dans la tenue de cette prestation. Donc on intervient dès le début de la procédure, c'est-à-dire que c'est un service clé en main qui vous est proposé par mes collègues. Je pense que l'idéal serait comme je l'ai indiqué, de regarder quels sont les secteurs concernés, de faire une première analyse des propriétaires, est-ce qu'ils sont toujours en vie, est-ce qu'il y a une succession en cours, quels sont les biens qui sont en déshérence, donc gérés par l'État. Tout ce travail d'analyse du foncier est réalisé par la SAFER pour aboutir à une liste sur laquelle agir, en passant par la validation de la commission qui, au niveau des impôts, qui permettra d'avoir l'aval juridique et d'aboutir à un affichage. Donc je n'ai pas, moi, là précisément l'ensemble des étapes, mais en tout cas, la SAFER peut travailler pour la réalisation de cette demande. C'est quand même assez apprécié, c'est assez efficace comme démarche. Puis généralement, c'est donc un notaire à la fin, une fois que la liste est validée par l'ensemble des instances, après évidemment l'avoir constituée, qui valide la maîtrise foncière. Et donc la commune peut maîtriser du foncier, et donc ça permet d'éviter ce phénomène de mitage, ça permet de restructurer évidemment certains secteurs, je pense notamment au secteur boisé, qui souffre de cela, puisque ce morcellement, malheureusement, permet parfois des occupations illégales. Donc n'hésitez pas là aussi à nous saisir. On vous fera peut-être quelque chose de plus détaillé avec un devis. Alors, j'ai vu, peut-être pour finir, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai vu qu'il y avait un commentaire aussi avec un conflit avec un nouveau propriétaire qui souhaitait reconstruire une clôture en grillage sur un terrain classé en bois. L'idéal, ça serait peut-être de nous contacter à l'issue de ce webinaire, de façon à ce qu'on regarde précisément les choses, puisque nous avons la possibilité de regarder si un projet de vente est passé, si quelque chose s'est déroulé. Et on regardera un petit peu de quoi il s'agit là, parce que sans plan, ça va être un complexe de répondre, mais
Pour ce type de questions, c'est toujours important de nous saisir. Mes collègues et moi-même ne pourront pas finalement ne pas traiter cette demande puisque ça nous permet, nous, de connaître déjà votre territoire et puis d'être beaucoup plus réactifs si jamais il y a un projet de vente et de connaître aussi les choses si voilà, on voit qu'il y a un autre moyen de contournement, voire de préemption de la SAFER qui est envisagé. Donc, on ne répond pas forcément dans la minute puisque nous avons beaucoup de demandes, mais nous essayons quand même d'y répondre. J'observe aussi une question concernant le bail amphithéotique. Alors, euh, on a, on a observé, grâce à ce travail de la SAFER Île-de-France et ce travail de la Fédération nationale de la SAFER, eh bien, que des notaires revenaient souvent dans comment dire, cette volonté de proposer ce moyen de mutation, enfin c'est pas vraiment une mutation, mais ce moyen comment dire, de contournement à la mutation. Euh, Nous avons aussi obtenu des retours de terrain, c'est-à-dire des propriétaires qui avaient déclaré en appelant la SAFER avoir été sollicités par ces mêmes notaires. Vous voyez qu'ils sont aussi agents immobiliers en plus d'être notaires. Bon, tout cela, évidemment, si ça devient, comment dire, systémique, ça nous donne tout de même assez de matière pour voilà, agir aussi à l'échelle du Conseil supérieur du notariat. Et c'est ce que nous avons fait pour certains notaires identifiés. Euh, Nous avons été contactés également par des gendarmes qui sont actuellement en train de mener une enquête. Euh, donc voilà, il y a quand même une perquisition, donc voilà, on est quand même avancé hein, dans l'enquête d'une certaine étude notariale. Donc faire cela pour certains notaires, c'est tout à fait possible. Il faut quand même qu'il y ait quelques preuves. Nous les rassemblons, dès que nous voyons qu'un notaire a quasiment, qui n'est pas forcément d'ailleurs implanté dans la région Île-de-France, puisque généralement les notaires avec qui nous travaillons sont assez aussi proches des collectivités ou de la SAFER, donc ne s'aventurent pas sur ce type d'activité. Lorsque nous avons rassemblé toutes ces preuves, avec voilà, un nombre de notifications énorme en Île-de-France ou sur des secteurs particuliers. Voilà, par exemple, pour le notaire, on était quasiment sur une cinquantaine, voire même un peu plus de notifications sur plusieurs mois d'affilée, alors qu'il n'est pas implanté dans la région Île-de-France. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des éléments. Par ailleurs, le bail emphytéotique ramène moins de droits de mutation qu'une vente, puisqu'il y a moins de fiscalité dessus, donc il y a quand même l'État qui pourrait se sentir floué à ce moyen de dévoiement de ce bail, qui initialement était prévu pour comment dire, le service, enfin, le secteur un peu plus urbain, ou sur certaines opérations un peu complexes avec des aménagements, mais pas pour 500 mètres carrés de bois ou de terre, eh bien, voilà, nous faisons remonter, nous écrivons au Conseil supérieur du notariat, nous écrivons directement à l'étude notariale parfois concernée. Voilà, nous essayons d'agir, mais bon, voilà, il faut laisser le temps au temps. Je pense qu'il y a une accélération de ces démarches-là sur les derniers mois, et donc évidemment que ça nourrit nos notes que nous adressons aux parlementaires, en plus de tout ce que nous venons de faire, enfin que je viens de citer. Alors, il est 10 heures, je pense il est peut-être temps de mettre fin à ce webinaire.
Je vous remercie encore de votre présence. Nous allons vous faire parvenir le document. Et bien sûr, voilà, je renouvelle hein, le fait que nous restons à votre disposition. Et voilà, pour discuter évidemment de sujets précis, mais aussi bah, voilà, peut-être de nous aider dans notre volonté d'augmenter finalement ces outils de protection à votre service. Donc voilà, un grand merci encore une fois de votre présence et de votre vigilance. À bientôt, au revoir.